c'est le début d'une belle aventure collective au service d'une profession que nous verrons cet après-midi multiple et qui n'a pas, après 25 ans, à rougir de son bilan. C'est avec plaisir et fierté que j'effectue chaque jour ce véritable travail de terrain et de proximité au sein de notre grande famille professionnelle. Je veux d'abord rendre hommage à chacun d'entre vous, mes chers confrères, à votre investissement quotidien, que je sais si prenant et si passionnant, mais que je sais aussi très enrichissant aux côtés de nos salariés, de nos plus de 30 000 salariés dans l'ensemble de notre profession, en France et beaucoup plus largement en Europe, puisque c'est plusieurs centaines de milliers de salariés dans le champ de profession. Je veux ensuite remercier le Bureau d'information du Parlement européen et toute sa formidable équipe qui nous reçoit dans ces prestigieux locaux aussi, pour impulser une dynamique tournée vers l'Europe, vers le futur. Leur confiance nous honore et nous engage, qu'ils soient ici assurés du fait que nous saurons faire des nouvelles voies du portage un véritable atout pour l'Europe et pour l'emploi et l'entrepreneuriat en Europe. Je vous ai réunis aujourd'hui pour faire partager une décision importante, celle d'être enfin représenté par un grand syndicat européen, une fédération qui ne fera jamais aucune concession sur votre dos au détriment de vos salariés, comme nous avons malheureusement dû en connaître ces derniers temps. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui, malgré vos agendas surchargés, certains viennent de très loin, non seulement de la France, mais aussi de pays, d'autres pays que la France, dont certains ne font pas partie de l'Union européenne. C'est sous ce signe de l'unité et du renouveau, le signe d'une véritable dynamique professionnelle que j'espère de toutes mes forces nous amènera à nous faire entendre davantage. J'ai un discours qui est très long, mais je pense qu'on va essayer d'écourter parce que j'aimerais qu'on puisse passer au vif du sujet. La question étant tellement large sur les pratiques des uns et des autres, je crois que vous avez tous envie de pouvoir participer aux échanges desquels vous allez être acteurs. On a essayé d'avoir des éclairages. Et je remercie Hervé Novelli de sa présence sur les politiques de l'emploi et de la création d'entreprises en France, en Europe, plus effectivement tous les acteurs que vous êtes, avec des éclairages d'experts, juridiques, académiques, pour nous permettre d'envisager des voies nouvelles pour notre profession et pour les centaines de milliers de personnes qui, en France en tout cas, et en Europe, recherchent des solutions. Et effectivement, c'est le thème de la journée, les nouvelles voies du portage va nous permettre de dessiner un métier qui se réinvente aujourd'hui et qui va impulser une véritable dynamique qui va tirer notre économie vers le haut, qui va nous permettre de générer de la croissance, ce que vous faites au quotidien. Et je vous en remercie, je vous remercie de votre présence. Donc on va pouvoir commencer. Effectivement, comme ça on respecte notre timing par l'intervention d'Hervé Novelli sur ces nouvelles formes d'entrepreneuriat au service de l'emploi. Merci, monsieur. Bien, merci Monsieur le Président, et bonjour à toutes et à tous. Je voulais, d'habitude on remercie de la qualité du nombre d'échanges. Moi je voudrais rompre un peu avec cette pratique et vous féliciter, non pas d'être présent, mais de porter
si j'ose dire, une idée qui me semble tout à fait pertinente. En tout cas, en adéquation avec la société française, l'économie française et plus généralement toutes les économies des pays développés. Pourquoi cela ? Parce que vous avez constaté et vous avez pris conscience du fait que le contrat de travail, qui traditionnellement régit les relations entre un entrepreneur et un salarié, un chef d'entreprise et un salarié, pouvait rencontrer des difficultés d'application. Pour nombre d'activités dites de service, mais au-delà des activités qui se plient mal au contrat de travail classique, c'est-à-dire avec des horaires, des heures, ou même un contrat de travail avec forfaitisé. Pourquoi cela ? Parce que, et là c'est une réflexion qui est partagée par beaucoup, c'est que le contrat de travail est né un peu avec l'industrie, est né avec une phase de développement économique qui correspondait à l'émergence de la production de masse dans des organisations de masse. C'est ce qu'on a appelé le taylorisme, le fordisme, bref, la naissance de l'industrie au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et ce contrat de travail est venu face à une réalité qui était celle de la nécessité de contractualiser les relations entre une personne qui effectuait des tâches, et à l'époque c'était essentiellement des tâches de production, et un chef d'entreprise qui avait besoin de cela. Il en a découlé toute une organisation. La naissance des syndicats, censés défendre, et les défendants, les salariés dans leur relation avec les chefs d'entreprise. Il en a découlé toute une organisation hiérarchisée, pyramidale, diraient certains, entre le chef d'entreprise au sommet de la pyramide et puis les diverses personnes chargées d'exécuter et de produire des produits matérialisés en très grand nombre. La réalité, c'est que cette économie, aujourd'hui, n'est plus celle du 19e et du XXe siècle. Et que pour autant, les relations du travail sont toujours marquées par cette organisation qui, aujourd'hui, se rencontre de moins en moins. Allez visiter une chaîne de production automobile. Allez à Aulnay, comme j'ai eu l'occasion de le faire, enfin, avant qu'elle le ferme, bien sûr, pressez-vous, et vous y verrez une organisation qui n'a plus rien à voir avec celle de la représentation de la production telle qu'elle existait des chaînes automobiles il y a quelques décennies. Vous avez des chaînes automobiles de production qui sont essentiellement robotisées. Et l'intervention humaine, elle se situe en bout de chaîne sur des opérations de contrôle, sur des opérations qui visent à s'assurer que tout marche. Mais tout marche avec les machines. Et donc, on le voit bien, notre économie, comme toutes les économies développées, passe peu à peu de la phase industrielle à ce qu'on appelle l'économie de service. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé un peu vain les grandes théories sur la nécessité de l'industrie, de la permanence de l'industrie, parce que il y a une réalité derrière cette défense de l'industrie, bien sûr. Mais il ne faut pas confondre l'industrie avec ce qu'elle était et ce qu'elle sera demain. L'industrie d'hier, ce sont les hauts fourneaux,
ce sont la production et l'extraction de minerais de fer, ce sont les chaînes, effectivement, de production d'automobiles, mais avec des hommes, et non pas des machines. L'industrie de demain, elle produira effectivement aussi en grand nombre, mais elle le fera dans un processus radicalement différent de celui qui existait au début du XXe siècle. Et pour autant, les relations sociales et les relations du travail sont déduites d'une représentation qui est aujourd'hui datée. Et c'est pour cela que j'ai toujours trouvé intéressante la réflexion qui consiste à réfléchir à un contrat de travail qui prenne en compte la diversité des opérations et la diversité des situations. C'est vrai qu'on travaille aujourd'hui de moins en moins, 8 heures par jour, à la même place, pour faire une tâche uniforme ou peu différente. Aujourd'hui, eh bien, on a surtout comme obligation de remplir le service qui vous est demandé. Il n'est pas anormal que dans une économie de service, ce soit le service qui prédomine en termes de relations du travail. Et pour autant, nous restons souvent figés sur cette vision et cette action qui vise à rendre compte en termes de relations sociales de l'économie plutôt d'hier que de l'économie d'aujourd'hui ou de demain. Voilà la raison pour laquelle j'ai toujours été sensible aux tentatives qui visaient à rendre le contrat de travail opérant dans des situations complexes, alors qu'il est souvent inopérant dans ces types de situations qui se multiplient. Le travail irrégulier, le travail saisonnier, le travail qui n'a pas besoin d'une permanence sur un poste donné. Tout ce travail se résout de moins en moins dans un contrat de travail classique. Ça, j'ai toujours trouvé inutile de se livrer à des réflexions depuis des décennies sur, par exemple, le contrat de travail des saisonniers. Il ne peut pas y en avoir. Parce que le contrat de travail, je le disais, il s'opère dans un cadre qui est celui d'une permanence de la production, de l'acte de production, d'un postage, d'un horaire, et tout cela, évidemment, est en contradiction factuelle avec ce travail irrégulier ou saisonnier. Et donc, toute réflexion qui vise à surmonter cette contradiction est la bienvenue. Et c'est pour ça que j'ai toujours été attentif aux gens qui sont venus me voir pour me parler du portage salarial. Parce que quand vous allez au fond de la réflexion sur ce portage salarial, c'est quoi? C'est de coiffer dans un cadre contractuel classique des situations qui ne le sont pas. Donc il y a une réflexion qui est une réflexion forte, qui prend en compte la difficulté de contractualiser pour telle mini-tâche, pour tel service ou pour telle autre forme irrégulière de travail. Et la voie choisie, qui consiste par le portage à recréer un cadre légal ou un cadre contractuel traditionnel ou classique à travers des entreprises de portage, a toujours semblé pertinent et intelligent. Parce qu'il y a au fond de cette réflexion l'idée que le contrat de travail, eh bien, il s'appréhende de plus en plus difficilement dans une relation unique avec deux contractants, deux co-contractants. Donc, à chaque fois qu'on est venu me parler du portage salarial, j'y ai prêté une oreille attentive et j'ai toujours soutenu cette vision d'une certaine autonomie de celui qui va effectuer des tâches et qui ensuite eh bien, traduit cette autonomie par une entreprise de portage qui va lui contractualiser avec les différents clients
ce contrat de travail, mais l'autonomie, elle est quand même au cœur de celui qui va travailler dans des fonctions de conseil, des fonctions de consultant dans telle ou telle entreprise. Donc, on le voit bien, il y a un lien qui est un lien de proximité entre l'entrepreneuriat et le portage salarial. Parce que le portage salarial, finalement, c'est un acte administratif qui vient légaliser une activité effectuée de manière originale, ou plus exactement, de manière en phase avec l'économie telle qu'elle est aujourd'hui et non pas telle qu'elle était hier. Donc cette proximité, ce cousinage entre le consultant qui a recours au portage salarial et l'entrepreneur individuel, elle est évidente. Elle est évidente. Enfin, il est évident, le cousinage. Enfin. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis toujours beaucoup intéressé à cette forme originale d'activité salariée. Pourquoi cela? Eh bien parce que l'économie d'aujourd'hui, et je voudrais vous en dire un mot, et surtout celle de demain, ne ressemblera pas du tout à celle d'hier. Et là, le choc induit par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le choc d'Internet, accélère cette mutation, ces nouvelles formes d'organisation qui vont émerger dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Si on reprend l'exemple que je donnais tout à l'heure de l'organisation de l'entreprise traditionnelle, cette forme pyramidale, aujourd'hui les formes modernes d'entreprise, y compris de grandes entreprises, sont des formes qui ont beaucoup moins à voir avec l'organisation pyramidale qu'avec l'organisation coopérative ou collaborative de cellules entre elles, qui coopèrent entre elles, qui peuvent le faire grâce à Internet et qui ont un projet en commun qui est l'entreprise. Mais ça n'est plus l'organisation strictement hiérarchisée telle qu'elle fonctionnait avec des ordres de l'échelon N à l'échelon N-1, puis N-2, puis N-3, puis N-4. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent à chacun son initiative. Et à chaque cellule d'avoir une forme d'autonomie très forte dans la tâche qu'elle effectue. Et tout l'enjeu des nouvelles organisations sera de collaborer, de faire collaborer ces cellules entre elles de manière beaucoup plus efficace ou productive que ne le font aujourd'hui les anciennes organisations. On voit bien qu'il y a dans cette révolution technologique une accélération des mutations que je vous décrivais tout à l'heure, y compris dans les relations du travail. Et cette initiative individuelle rendue possible à la fois par l'évolution de nos sociétés et par les nouvelles technologies, eh bien, il s'agit de les faire émerger et de les faire travailler entre elles. J'en viens à ces nouvelles formes d'organisation qui feront qu'à côté, par exemple dans les relations sociales, à côté du contrat de travail, il y aura d'autres formes de collaboration. Ce que j'appelle de manière un peu générique, contrat de service, mais qui vont s'installer de manière plus forte, plus importante, et gérer les relations entre non plus un chef d'entreprise et un salarié, mais un donneur d'ordre et un prestataire, une commande
et quelqu'un qui sera chargé de la réaliser. Il y aura à côté, j'en suis convaincu, dans les décennies qui viennent, l'émergence à côté du travail, du contrat de travail classique, l'émergence d'une forme de contrat qui prendra en compte la réalité de notre économie et non plus l'organisation salariée-entrepreneur telle qu'elle a vécu pendant les 2 siècles qui se sont écoulés et telle qu'elle a été théorisée par nombre de théoriciens de l'économie, y compris Karl Marx, qui avait théorisé en l'opposant la relation entre, d'un côté, un entrepreneur exploitant et un salarié exploité. Et nous avons vécu sur cette relation salarié-entrepreneur qui parfois était théorisée en termes d'opposition. Je voudrais en venir pour illustrer mon propos sur le statut dit de l'auto-entrepreneur que j'ai mis en place au 1er janvier 2009. Lorsque j'ai mis en place ce statut, je n'avais pas perçu complètement, j'y voyais un élément de simplification dans la création d'entreprise, et je n'avais pas perçu ce qu'il y avait de changement culturel dans ce statut. C'est-à-dire que pour la première fois, on pouvait réconcilier ou concilier une approche entrepreneuriale et une approche salariale. La preuve en est que l'auto-entrepreneur peut être salarié. Et donc, il peut être auto-entrepreneur quand il décide de se livrer à une activité hors de ses horaires de travail, mais il peut être salarié quand il effectue sa tâche de salarié. Et donc, on voit bien qu'il pouvait coexister, il peut être concilié en même temps, dans la même personne, une vocation d'entrepreneur et une vocation de salarié. Ce qui prouve qu'on peut dépasser les deux. Ce qui prouve c'est idiot de les opposer. Ce qui prouve qu'on peut, et que les temps qui viennent dépasseront le statut de salarié et la fonction d'entrepreneur. Et on pourra être alternativement salarié si on le peut, si on le souhaite, si c'est pratique, et entrepreneur individuel dans la forme la plus simple qui soit, c'est-à-dire de déclarer une activité sur Internet. Et c'est cette facilité de mise en place d'un statut d'entrepreneur individuel que le plus grand nombre de gens qui se sont penchés sur ce statut ont expliqué le succès à travers sa simplification. Mais ce n'était pas ça. Je suis convaincu que ce n'était pas ça. Je suis convaincu que c'était la première tentative de mise en adéquation de la société de services avec les prestations qu'on peut fournir dans une prestation de service, dans une société de service. Et cette capacité à être entrepreneur individuel, à exercer une activité individuelle est incomparablement plus moderne aujourd'hui dans les formes émergentes de notre société. Et Dieu sait si les nouvelles technologies impactent et modifient la société française, comme toutes les sociétés. On n'a pas épuisé les changements qui vont naître de cette révolution numérique, qui est la révolution la plus importante, peut-être même plus importante que la révolution industrielle, puisqu'elle s'attache vraiment à ce qui fait le cœur des relations, c'est-à-dire la communication. Donc ce statut, il a eu un grand succès, j'en suis maintenant convaincu, non pas parce qu'il était simple, bien sûr, parce qu'il était simple, mais surtout parce qu'il permettait de s'approprier une partie de la société moderne telle qu'elle est construite aujourd'hui et telle qu'elle se construit devant nous. C'est ça la réalité. Et on n'a pas fini d'en voir les effets. Et toutes celles et ceux qui déploient énormément d'énergie aujourd'hui à lutter contre
l'émergence de formes en adéquation avec notre économie ferait mieux d'employer leur énergie à canaliser ces formes, à les rendre, je dirais, tout à fait pertinentes et à éviter telle ou telle dérive qui pourrait intervenir. Là, l'énergie serait bien employée. Mais vouloir empêcher l'émergence de formes régissant l'activité dans une société telle qu'elle émerge aujourd'hui, c'est aussi vain que, je dirais, de vouloir empêcher qu'il fasse beau un jour ou qu'il pleuve le lendemain. Parce que c'est un état du monde. La société française n'est qu'à une étape de son développement, et donc je suis toujours très triste de voir combien on veut empêcher l'émergence ou les formes d'activité en adéquation à une société qui est enfermée, ligotée, enserrée dans des normes qui ne correspondent plus à sa réalité. Parce que n'oubliez jamais que le contrat de travail, c'est une norme, comme une autre. Et cette norme, elle est aujourd'hui, pour partie, je ne dis pas bien sûr de manière caricaturale que le contrat de travail va disparaître demain. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il représente moins aujourd'hui qu'hier la réalité contractuelle de l'économie de notre pays. Et donc c'est pour ça, et je vais en terminer là parce que je ne voudrais pas être trop long, et c'est pour ça que je suis toujours très attentif à toutes celles et ceux qui réfléchissent à ça et qui mettent en œuvre des formes plus en adéquation avec la réalité de notre économie plutôt que de s'évertuer à empêcher cette adéquation, parce que empêcher cette adéquation, et j'en terminerai là, c'est évidemment plus de chômage, moins d'emplois, moins d'entreprises et moins de création de richesse. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt dans cette salle que il y a une réflexion sur le moyen de créer de la richesse plutôt que ailleurs, chez certains qui veulent empêcher cette création de richesse et d'activité qui naît de l'état de notre société et de son évolution. Voilà ce que je voulais vous dire en vous encourageant tous et toutes dans votre activité, en vous souhaitant de bons travaux, et je voulais saluer l'initiative qui a été prise sous l'égide de cette Fédération européenne du portage salarial, à laquelle je souhaite évidemment tout le succès qu'elle mérite. Je vous remercie. Je pense qu'on a résumé à travers cette introduction toutes les valeurs qui font qu'on est là aujourd'hui, qui font qu'on avance, qui font qu'on lutte au quotidien contre le chômage, pour la création d'emplois, pour la création de richesses en France, en Europe, on a bien, et plus largement. On a résumé effectivement toutes les problématiques auxquelles on était confrontés depuis maintenant 25 ans. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'intervention aussi d'un ancien ministre qui peut aussi nous permettre de faire la lumière sur ces éventuels blocages qui font que notre profession ne va pas aussi loin que nous souhaiterions la conduire, parce qu'en France, effectivement, il y a 600 000 personnes qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi, et que nous pourrions, à travers nos 300 entreprises de portage, déjà en France, alors après en Europe, je sais qu'il y a les mêmes problématiques qui se posent, à accompagner, à se créer leur propre emploi. Et c'est vrai que l'auto-entrepreneur a été, au début, en tout cas de notre profession, perçu comme un concurrent, souvent déloyal, et dans la réalité, on s'est aperçu que nous convergions vers des pratiques qui sont des pratiques européennes, autour du self-employment, et c'est vrai que l'auto-entrepreneur a été vraiment un détonateur qui a permis aussi à notre activité de coexister, après pas dans les mêmes proportions, parce que c'est vrai qu'il y a eu plus d'1 million d'entrepreneurs, et c'est vrai que c'est quand même une réussite qu'on ne pourra jamais créer comme ça 1 million, même si tous ces autres entrepreneurs